Voilà la suite de notre rendez-vous avec les acteurs politiques congolais. Nous sommes avec M. Baïchoura Shadrach, député de Béni, qui nous parle de sa circonscription. Monsieur Baïchoura, bonjour. Bonjour cher ami Kololo. Vous êtes élu de la circonscription de Béni. Dans quel état d'esprit êtes-vous quand vous êtes informé des tueries qui continuent chez vous? Oui, merci pour la question. Je suis élu du territoire de Béni. Chaque fois que nous apprenons qu'il y a des tueries, des massacres qui ressemblent même à un génocide dans ma circonscription, le territoire de Béni, j'ai un sentiment partagé. Partagé parce que dans ce premier temps, c'est une question que je vis comme une cause nationale. Parce que vous savez, un pays c'est comme un corps humain. Quand un membre est touché, c'est tout le corps qui bouge. Ça veut dire que nous sommes à Kinshasa aujourd'hui. Nous ne pourrons jamais prétendre être bien à Kinshasa, être en paix, alors qu'une partie du pays, un territoire, et c'est bien dont il s'agit, pendant que ce territoire est affaire à 100. Mais la question, je la vis aussi en même temps comme une question, comme une douleur dans le fond de moi-même. Parce qu'il s'agit bien de mes frères, il s'agit bien de mes électeurs qui sont tués, qui sont massacrés de la manière la plus atroce qui soit, qui sont mutilés. Parfois, il y a des membres du corps qui sont calcinés, qui sont même, comment dirais-je, cuits dans des casseroles. Vous avez vu les images qui circulent sur les réseaux, sur la toile. Et c'est tellement affreux, donc c'est des actes franchement inhumains. Et nous pensons de plus en plus, parce que nous réfléchissons sur la question avec notre collègue, qu'il s'agit bel et bien d'un génocide qui se produit dans la région de Béni. Cela dure quand même depuis 6 ans. En 2014, on a recensé beaucoup de morts. Je dirais même 7 ans parce que ce phénomène-là, des massacres, a commencé plutôt en 2013. Parce que je me rappelle, en 2013, j'étais directeur de cabinet du ministère de la Santé publique. Nous avons été amenés à apporter de l'aide humanitaire à cette population où on avait tué la population à Kamango, c'est à l'extrême nord-est du territoire de Béni, dans la chefferie de Watalinga. Et c'est en 2013, au deuxième semestre, que ces tueries avaient commencé. Mais la date la plus connue en termes d'expansion de ce phénomène dans le territoire, parce que Kamango est situé à l'extrême nord-est du territoire, c'est à la frontière avec l'Ouganda. Mais au fur et à mesure que le temps s'avançait, ce phénomène a glissé de la frontière vers l'intérieur du territoire où on a vu les ADF tels qu'ils sont appelés ainsi, ou présumés ADF, et être beaucoup plus actifs, alors négativement, dans l'intérieur du territoire de Béni, ce qu'il est communément appelé, convenu d'appeler le triangle de la mort, c'est autour de Ringeti, c'est toute cette zone-là, dans Mbaou, c'est d'autres localités qui sont touchées. Et ça fait donc pratiquement 6-7 ans que les populations sont tuées et sans qu'une solution vraiment durable puisse être trouvée à ce problème par le gouvernement de notre pays. Évidemment, vous pensez quand même que la méthode utilisée pour combattre les EDF ne serait pas en cause? Oui, la méthode, elle est de plus en plus, je dirais, à géométrie variable. Parce que le phénomène ADF, tel qu'il est vécu aujourd'hui dans le territoire de Béni, c'est un phénomène en fait qui date de longtemps, qui date des années, un phénomène de panarabisme avec les envolées de Kadhafi, même un peu du Soudan, mais aussi évidemment rechercher le pétrole et les puits de pétrole aussi du Soudan. Ils ont créé ce phénomène du mouvement de John de Garang pour empêcher le panarabisme d'atteindre le même fief qui était considéré comme comment dirais-je, l'espace occidental réservé à l'Occident. Alors, au niveau du Sud-Soudan, le phénomène a évolué jusqu'à
à l'atomisation du pays pour avoir voulu des pays pratiquement, parce que la population a suivi. Et ça n'a pas réglé le problème, vous le savez. La population a suivi les mouvements et elle a demandé ça. Ça n'a pas réglé le problème parce que maintenant le Sud-Soudan, c'est devenu pratiquement une poudrière. Peut-être si John Garang, qui avait l'idée en tête, qui a duré longtemps, et pouvait être en vie pour mieux comprendre le phénomène et voir comment il pouvait se sortir, ça pouvait peut-être bien marcher autrement. Mais vous comprendrez qu'avec le pétrole, ça n'a jamais été facile. Lorsqu'on a le pétrole dans une région, c'est la guerre dans la même région. Donc c'est l'Occident, quelque part, qui doit se poser des questions sur l'existence de ces AZF. Je vais dire que l'Occident a joué, mais on ne peut condamner personne parce que c'était l'époque, on était en pleine guerre froide. Et on était en pleine période de guerre froide dans le conflit Est-Ouest. Donc il faut considérer ce phénomène ADF, qu'on appelait NALU à l'époque, National Army for the Liberation of Uganda, ce mouvement qui naît dans ce contexte-là. Mais quand Mobutu est chassé du pouvoir, ce phénomène est resté, ça n'a plus été le NALU, parce que déjà en 1994, Mobutu lui-même envoie le général Luki pour décréter la fin des opérations dans la Rwenzori. Mais au même moment, le même pouvoir de la deuxième République organise des petits groupes autour de ce qui était des petites rébellions pour créer en 1995 l'ADEF. D'accord. Alliance Democratic Forces. Donc c'est ce phénomène-là qui va évoluer et d'autres forces se greffant dessus qui va évoluer jusqu'à vivre les phénomènes que nous vivons aujourd'hui. En fait, vous aurez compris que quand Mobutu est chassé du pouvoir, c'est le pouvoir Laurent Désiré Kabila qui s'installe. Il n'a pas le temps de poursuivre ces bandits de la brousse. Il est d'abord occupé à mettre les pays ensemble parce qu'ils ont à réorganiser le pouvoir. Mais ça ne va pas durer non plus parce qu'il y aura entre-temps la guerre qui sera déclenchée, la guerre de 98. Et avec la guerre de 98, le phénomène va persister dans la forêt parce que même le nouveau président, Joseph Kabila Kabang, va arriver au pouvoir. Lui aussi sera occupé à réunifier le pays, mais aussi à lutter contre d'autres groupes armés intérieurs, c'est le CNDP, c'est comment dirais-je, MLC. Oui, non, je parle plutôt des groupes armés. Les M23. Les M23, voilà, parce que MLC, RCD, Consort, ça c'était les différentes composantes qui ont marqué leur présence dans la réunification du pays. Mais les forces contre lesquelles on a eu à lutter, alors qu'on était déjà en pleine transition, c'est d'autres forces, d'autres mouvements locaux naissants comme CNDP ou alors comme M23. Aujourd'hui, on parle de Maïmaï quand même. Oui, qui ont pris du temps au gouvernement pour ne pas s'occuper des ADF. Donc la première opération de frappe contre les ADF par le gouvernement de transition, c'était en 2004. J'étais dans la région à Beni parce que je suis régulièrement dans la région, j'étais là. Et avec cette frappe-là, cette force était littéralement décomposée. Mais c'est suite à d'autres contradictions qui ont émergé la transition, qui n'ont pas donné suffisamment de temps au gouvernement de transition qui était occupé à réunifier le pays, mais aussi à organiser les premières élections démocratiques. On n'a pas eu le temps de s'occuper de ça. Entre-temps, ces forces se sont réorganisées jusqu'à ériger les différentes bastions dont on entend parler. C'est Madina, c'est Malika, c'est Mayangos, pour se consolider à ce niveau-là. Ce n'est que lorsque le pouvoir central gouvernement va vaincre le M23 sur le front de Rutshuru, dans le nord Kivu, qu'alors la première opération, ou mieux la deuxième, va être organisée pour récupérer différentes bastions. Et ça, c'était le général de Baouma qui a fait ça. L'opération Sokola 2. Sokola 2. Mais M. Baïchoura, soyons concrets. Alors, vous avez posé une question. Oui. Le Maïmaï, c'est un autre phénomène. Ça, c'est des mouvements, des bandes armées locaux qui sont nés aussi dans une dynamique de chercher à contrecarrer l'avancée de ce qu'ils ont appelé les envahisseurs, qui venaient soit du Rwanda, soit de l'Ouganda. Ça, ce ne sont pas des étrangers. Donc, il faut considérer que la perturbation de la sécurité qui est dans le nord Kivu, même au sud Kivu, elle est dite d'abord aux forces extérieures qui envahissent le territoire. Ce sont les ADF ou militaires dans le Grand Nord Kivu, dans le Beni Lubero,
Mais au sud de la province, vous avez les FDLR qui sont venus du Rwanda et qui créent la même sécurité dans cette région-là. Évidemment, la nébuleuse Maïma est venue tout autour. Et aujourd'hui, j'appelle nébuleuse parce qu'il y en a qui pensent qu'ils doivent combattre les pays qui nous entourent, qui sont censés nous avoir agressés. Mais au même moment, avec le nouveau pouvoir à Kinshasa, qui conjugue avec ces forces-là, cet objectif, c'est d'exister. Plutôt, ces forces devraient, disons, prendre la main tendue du gouvernement pour intégrer soit l'armée, soit la police, soit la vie civile au niveau de notre pays, et puis pour que tous ensemble, nous puissions alors aussi bien nous atteler au développement du pays, mais aussi, avant toute chose, à bouter dehors les forces négatives qui sont venues de l'extérieur. J'ai cité les ADF Nalou et ses militaires, ou alors les FDLR qui sont de la partie sud de la province. Alors, monsieur l'honorable, la question que je vous pose maintenant, est-ce qu'il suffit seulement d'utiliser des armes ou on doit aussi développer une diplomatie pour essayer aussi un dialogue? Est-ce que vous êtes pour ou contre un dialogue avec tous ceux... Monsieur Polo, le dialogue veut mon développement. Oui. Mon développement veut dire que à l'origine, il y avait des mouvements rebelles. Oui. Des mouvements rebelles qu'on appelle ADEF, d'abord Nalou et puis ADEF, mais qui a pris d'autres dimensions. Justement, cette dimension, est-ce que ça permet aujourd'hui d'échanger avec eux? Dans l'entretemps, oui, il y a d'autres forces qui sont greffées dessus. Aujourd'hui, il ne s'agit plus seulement des Ougandais qui sont dans cette dynamique, dans cette nébuleuse. Il y a d'autres comment dirais-je, combattants qui viennent de plusieurs pays de la région. C'est des Ougandais, c'est des Tanzaniens, c'est des Rwandais, c'est d'autres. Même aussi les enfants du coin. Ils sont aussi dedans parce que vous savez, toute guerre a sa dimension dans le cadre de la mafia économico-financière. Bien sûr. Donc, certainement qu'il y a certains échanges. Certains compatriotes voulaient pêcher à nos troubles qui se sont retrouvés avec ces forces-là. Et le travail à faire, nous, comme députés nationaux, ce que nous faisons chaque jour, c'est de dissuader nos frères qui auraient pris des connexions avec les forces négatives, de pouvoir se désolidariser de ces phénomènes pour qu'ensemble nous puissions combattre l'ennemi commun, parce que lorsqu'on tue, on ne choisit pas qui est un âne et qui ne l'est pas, on tue l'ADF, tue tout le monde. Alors, M. Baïchoura, aujourd'hui, si... Donc, je veux dire que, oui, pour répondre à votre question, oui, que la solution à ce jour n'est plus essentiellement militaire. Rappelez-vous, en 2004, nous avons frappé ce mouvement-là. Ils se sont réorganisés pendant que nous on était pris à autre chose. En 2015, 14-15, nous avons encore frappé, on a récupéré toutes ces bastions-là. Récemment encore avec les opérations qu'on a déclenchées par le nouveau président, que je félicite en passant, le président Tshisekedi Tshilombo, les opérations qu'on a déclenchées le 30 octobre, ces opérations ont réussi également avec la bravoure de nos forces armées à récupérer les différentes bastions qui avaient été réoccupées par les forces négatives. Mais le problème qui se pose, c'est que ces mêmes positions qui ont été récupérées en 2014-15 par Baouma, nous n'avons pas maintenu des positions militaires pour protéger ces bastions qui étaient déjà récupérés par nos forces. La même chose, nous venons de récupérer ces positions-là. Ce qu'il faut faire maintenant, sur le plan militaire, c'est de consolider, disons, mettre des positions militaires de manière permanente dans ces différentes bastions pour que l'ennemi ne vienne plus occuper. Mais le phénomène qui est aussi désagréable, c'est que pendant que notre armée était au front, dans une guerre plus ou moins classique, l'ennemi a débordé pour continuer à massacrer la population. En fait, c'est des opérations de sape pour démontrer que le gouvernement ne fait rien. Le gouvernement a des forces, il déploie des moyens financiers, il déploie des moyens logistiques pour combattre, pour récupérer les positions. Cela a été fait. Maintenant, comme pour se venger, l'ennemi revient à la charge pour tuer la population, pour démontrer que le gouvernement ne fait rien pour saboter l'action du gouvernement vis-à-vis de la population. Et si vous arrivez à Béni ou alors ailleurs, les gens vous disent que non, c'est le gouvernement qui nous tue. Parce que nous n'avons pas encore trouvé une thérapeutique appropriée ou adaptée pour sécuriser les agglomérations. Et ça doit être fait. Il faut positionner
dans les différentes agglomérations, aussi bien de forces compétentes que de forces de la police, alors aguerris à la technique de détection de l'ennemi dans les villages de la guérilla, pour pouvoir faire face à cette nouvelle dynamique, à ce développement, et ainsi protéger la population. Donc nous sommes sur deux fronts, avec la même force négative. D'abord sur les positions militaires dans le parc national de Virunga, mais aussi à la cité elle-même, et les combats de la cité même est plus difficile que les combats au Léopard. Alors par rapport à la même question, comme pour dire que l'aspect, disons, le thérapeutique n'est plus seulement militaire, il faut la diplomatie. Parce que cette guerre a des ramifications dans les pays voisins. Nous devons faire preuve, et cela a déjà commencé, depuis très longtemps bien sûr, il faut mener une politique agissante vers les pays voisins, c'est vers l'Ouganda, c'est vers le Rwanda, c'est vers d'autres pays qui sont intéressés à la question. Parce qu'entre autres phénomènes, j'ai évoqué l'aspect de la mafia économico-financière de cette guerre, c'est que le Congo, depuis des temps immémoriaux, a la malchance d'être un pays scandaleusement riche. Tout le monde pense que c'est au Congo qu'il faut venir pour puiser à qui mieux les richesses. Même à la conférence de Berlin, tout ce qu'il y a eu comme débat là, en réalité c'était autour du Congo parce qu'il fallait que le Congo soit protégé, soit gardé comme un territoire neutre où tout le monde peut venir se promener et cela n'a pas changé. Et dans plusieurs chasseries occidentales et dans plusieurs laboratoires, tout est planifié et des études sont menées pour maintenir en fait le Congo dans cet état de dépendance perpétuelle où on va continuer à puiser à qui mimer les ressources du Congo et pour que le Congo reste indéfiniment aussi le marché dans une sorte de division internationale du travail. Donc l'aspect diplomatique il est extrêmement important, l'aspect militaire il est important, mais sur le plan de la réconciliation, on va réconcilier qui avec qui? Parce que là, nous ne sommes pas dans une guerre interethnique où les populations, où les ethnies se sont affrontées les unes contre les autres. Lorsque les ADF viennent tuer, ils tuent tout le monde, ils ne choisissent pas. Ils tuent tout le monde, donc vous rejetez ceux qui pensent qu'il y aurait un soubassement. Je pense que c'est même l'occasion vraiment d'insister là-dessus, d'insister pour dire que ceux qui pensent que ce qui se passe à Béni a comme origine les conflits interethniques, que cela est totalement faux. J'ai vu Nikez plusieurs fois, il a écrit des livres, il est même venu ici récemment lorsque nous avons fêté les 16, 17, disons, lorsque nous avons fêté les journées des héros. Il est encore venu ici, j'étais dans la salle, je n'ai pas voulu intervenir, mais en réalité, il a menti à la population parce que là, il n'y a pas de guerre interethnique, c'est un phénomène venu de l'extérieur. D'abord dans le cadre de la guerre froide, mais qui s'est développé jusqu'à devenir une guerre asymétrique, en fait une guérilla, où on n'a plus affaire à une guerre classique, et cela est une des grandes difficultés, mais on est devant une guérilla qui demande des techniques appropriées. Donc il n'y a pas de conflit interethnique dans le Grand Nord, parce que les populations de Béni Lubero vivent vraiment en pleine harmonie. Ces populations ne demandent que la paix, parce que ces populations sont même habituées à travailler pour elles-mêmes. Moi j'ai été dans certains pays, l'Allemagne ailleurs, lorsque vous vous présentez, vous dites je viens de Béni, je viens de Nord Kivu. Les gens ne sont pas empêchés à dire que non, nous pensons que les populations de Béni Butembo sont vraiment dynamiques au travail et nous pensons qu'il faut compter avec ces populations pour booster le développement du Congo. Donc, ces populations-là sont prêtes à travailler, mais ce qui leur manque, c'est la sécurité. Parce qu'elles ont tout démontré qu'elles ont besoin de travail. Voyez-vous, avec la guerre, il y a eu plusieurs conséquences. C'est une calamité humanitaire qui ne dit pas son nom. Des populations en errance, vous avez des images, des enfants en errance, sans savoir d'où ils viennent, où ils vont. Et il y a des familles vraiment qui sont bondées de déplacés de guerre. Et même sur le plan régional, le commerce frontalier a toujours existé entre nos pays voisins, et fort heureusement. Mais avec cette dynamique de la guerre, il est constaté aujourd'hui qu'il y a plusieurs opérateurs économiques de Béni Butembo qui préfèrent s'installer à Kambala ou ailleurs, là où ils sont en paix, au lieu de continuer à travailler comme ils le faisaient avant. Et la conséquence, c'est que le commerce a littéralement baissé dans la région. Les populations, alors que Béni Lubero sont des zones avant tout à caractère agricole, les gens ne vont plus au champ. Et c'est très très compliqué et nous pensons que le gouvernement
a une lourde responsabilité de mettre tout en œuvre. Il le fait déjà bien sûr. Et au-delà de ce qui a été fait par notre armée, que je félicite encore une fois en passant, nous pensons qu'il faut des mécanismes de ratissage au niveau du front, mais aussi la surveillance au niveau des agglomérations. Et nous avons lancé une idée au Parlement, parce qu'on est intervenu lorsque le ministre de l'Intérieur passe au Parlement. Nous avons lancé une idée, une technique qui a réussi dans beaucoup de pays, partout, la technique des 10 maisons. Donc vous désignez dans un quartier ou dans une agglomération un chef de chaque 10 maisons, et ça permet de surveiller. Et d'identifier ceux qui ne sont pas de là. Identifier ceux qui sont de nouveau venus dans les quartiers. Et il est possible de dormir et de savoir que tel, il n'est pas d'ici et il est dans les quartiers. Mais depuis que nous avons lancé l'idée, nous n'avons pas vu le ministre de l'Intérieur. On n'a vraiment rien vu sur le terrain parce que même j'étais... Donc vous comptez y retourner dans je compte y retourner pour dire la même chose. Et je pense qu'avec cette clinique de Nyumbakou, les 10 maisons, il est aussi possible de contribuer à soutenir notre police, même la MONUSCO, à assurer la surveillance des populations au niveau des agglomérations. Alors vous êtes très engagé politiquement, vous l'avez dit. Vous êtes dans la plateforme FCC. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui se passe sur le terrain, à Béni chez vous, vous donne l'assurance qu'il faut continuer à appuyer cette alliance FCC Cash? Oui, moi j'assume d'abord mon appartenance au FCC Cash parce que c'est nous qui sommes les initiateurs ou les artisans du Front commun pour le pays. Lorsqu'il est né, j'étais chef de regroupement politique, Action alternative pour le bien-être et le changement que j'ai dirigé pendant... AABP. AAB, oui. Action alternative pour le bien-être et le changement. J'ai dirigé ce regroupement pendant 18 mois. J'ai organisé les élections, évidemment avec nos amis. Nous avons récolté une motion très importante en termes de députés nationaux et de députés provinciaux. Et nous pensons qu'avec tout ce qu'on a eu comme députés provinciaux, 46 au total, et comme députés nationaux, on a eu une 30 députés nationaux. Et c'est une grande maçon. Donc, c'est pour vous dire que l'FCC, c'est une grande machine. Ça, je dois vous dire. Elle a démontré sur le plan électoral. Elle a démontré même sur le plan, comment dirais-je, de l'occupation de l'espace dans différentes institutions. On est majoritaire à l'Assemblée nationale, au Sénat, et même au niveau du gouvernement de province, dans l'Assemblée provinciale. Donc, je pense que la formule pour le plan de paix, j'aime l'appeler ici, que nous appliquons aujourd'hui dans le cadre de la coalition FCC Cash, je pense que c'est la meilleure pour saisir l'opportunité de reprendre ou alors de poursuivre le travail qui a été fait pendant les 18 ans du président Kabila. Il a amorcé la reconstruction. Vous savez l'histoire, moi je suis historien de formation, l'histoire n'est faite que des œuvres inachevées. Le président Kabila, Joseph, a commencé. Je pense que maintenant il y a un nouveau pouvoir, il y a un nouveau président. Il a déjà amorcé aussi la reconstruction, il a poursuivi. On a vu les sorties moto passer par là, même si ça crée quelques problèmes. On a vu le programme de Sajou. C'est vrai, il y a des problèmes parce que le pays a plusieurs priorités à la fois. Mais nous pensons que cette coalition devrait continuer. Et lorsqu'il y a eu quelques escarmouches récemment autour de l'adresse ou alors de l'entretien du président avec nos compatriotes de Londres, j'étais parmi ceux qui sont exprimés pour démontrer que pour le moment on a besoin de cette coalition et que les personnalités qui ont fait un peu plus preuve de verve oratoire par rapport à cette question, jusqu'à même avec ça dans certains débordements, nous pensons que chacun devrait verser de l'eau dans son vin et privilégier l'intérêt de la nation. Parce que cette coalition-là, pour le moment, est utile pour avoir cette accalmie qui nous permet de nous occuper de certains objectifs à terme. Oui, mais qu'est-ce que vous avez envie de dire aux bases? Parce qu'on voit quand même que ce soit du côté du PPRD, de deux grosses parties de vos regroupements, à l'UDPS, la base ne semble pas comprendre cette coalition. Oui, je veux vous dire que cette coalition n'est pas constituée que du PPRD et de l'UDPS, malheureusement. Parce que même l'UDPS est déjà lié à l'UNC et avec d'autres partis. Et avec au niveau du FCC, le FCC ce n'est pas le PPRD, je m'excuse beaucoup. Moi je suis de mon parti
l'éveil de la conscience pour le travail et le développement, que j'ai aussi dirigé pendant 4 ans, j'ai fini mon mandat. Et je pense que le peuple, disons le FCC, je vous dis que c'est une machine, mais c'est une machine complexe parce qu'elle est constituée de plusieurs autres ensembles. Donc il ne faut pas qu'on croie que c'est seulement le PPRD. Il ne faut pas penser que lorsque le PPRD, ou alors lorsque certaines personnalités du PPRD sont exprimées, que le FCC a parlé. Parce que vous avez suivi, certaines personnalités du PPRD ont parlé, mais vous avez suivi le coordonnateur Néhémie, qui est à la tête du FCC, qui a eu un autre discours. Parce que lui, il a compris qu'il faut faire les choses autrement. Donc c'est pourquoi je dis que ceux qui ont versé peut-être dans certains débordements, qu'ils ont besoin de se recentrer avec tout le monde pour que cette coalition puisse aller de l'avant et nous amener aux prochaines élections. Donc, je pense qu'il faut faire très attention pour revenir à l'IDPS. Vous avez suivi, mais qui appartient mieux à l'IDPS que le président Félix lui-même. Il a eu un sort contraire par rapport à son parti qui pourtant tenait conclave et qui a levé l'option ou alors recommandé la dissolution de l'Assemblée nationale et d'autres. Est-ce que vous redoutez ça? Est-ce que vous avez peur d'une dissolution? Nous ne redoutons rien parce que nous avons la majorité. Si le FCC Cash est dissous, ça veut dire que même tout ce qu'on a partagé avec Cash, que le FCC récupère tout parce que lui qui a la majorité. Donc on va aller vers une cohabitation. Bon, tout ça, à la base, on a réfléchi sur tout ça. La formule la mieux indiquée qu'on a trouvée pour pouvoir travailler ensemble, c'était la coalition. Donc avec la cohabitation, on a tenté ce genre bon, pendant la transition, c'était presque la cohabitation. Moi, j'ai été le secrétaire exécutif du gouvernement en charge de la commission politique, défense et sécurité. Tous les cheminements de la transition, je l'ai suivi parce que j'étais vraiment au centre de l'information pendant la transition. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de couacs. Les petites crises de Covid ici avec l'UDPS, ça n'est pas comparable aux crises qu'on a connues pendant la transition. Nous étions, moi j'étais l'IRCD, j'assume, l'autre était des MLC, il y avait l'ex-gouvernement, mais on s'est très choqués. Parfois, on effectuait des missions avec le président Roubero. Moi, à un moment, on pensait qu'on n'allait pas revenir à Kinshasa. Mais nous avons travaillé parce qu'on avait le pays dans la tête. Ce qui compte, en fait, c'est d'avoir la patrie dans la tête. Quelles que soient les contradictions qui peuvent arriver sur le passage, quoi qu'il arrive, et la valeur de nous, les hommes, comme acteurs politiques, même acteurs de l'histoire, c'est la capacité pour nous, les hommes et les acteurs, de maîtriser les différentes contradictions qui se posent sur le passage et pouvoir avancer. En fait, c'est la loi de la contradiction, la dialectique. Alors, on va terminer peut-être par cette session parlementaire qui s'ouvre dans quelques jours. Qu'est-ce que vous avez envie de voir traiter pendant cette session, même si l'ordre du jour n'est pas encore arrêté? Oui, je pense, ce que je veux dire ici ne m'engage que moi-même. Nous avons un mandat de 5 ans, n'est-ce pas? Nous venons de terminer une année dans cette dynamique d'alternance. À part ça, je dis encore félicitations aux deux personnalités, Joseph Kabila Kabange, mais aussi au président Tshisekedi, Félix, qui ont réussi à se mettre ensemble pour que notre pays, la RDC, vive pour la première fois l'alternance ou alors une passation civilisée au sommet de l'État. C'est une première en RDC de voir que dans ce pays, on peut avoir le président sortant et le président entrant ou alors le président en fonction. C'est une première. Je referme la parenthèse pour dire que je pense que nous avons un mandat de 5 ans, nous avons fini la première année. Et je pense que les 3 ans qui sont devant nous ici sont très déterminants pour préparer les élections de 2023. Parce que la dernière année de 2023, ça va être une année où les forces vont certainement se recomposer pour des positionnements. Nous sommes des politiques, il y en a toujours à relever de chaque des échéances. Il y aura certainement recomposition des cartes. Donc nous avons 3 ans qui sont très très déterminants pour travailler. Et je pense, parce que les réformes ont été annoncées dans le programme du gouvernement, je pense que c'est le moment de poser déjà les premiers jalons de réformes très grandes qui vont être opérées dans le pays, que ce soit au niveau de la gouvernance, que ce soit au niveau de la loi électorale, que ce soit à d'autres niveaux. Je pense que c'est le moment de poser les jalons de réformes. Mais aussi, je pense, parce que j'ai commencé par là, c'est le moment, en tout cas, de terminer la guerre. Parce qu'on ne peut plus être distrait.
à quoi ça sert et vous voulez travailler, construire, vous amorcer un chantier, on vous dit ça bouger à Beni, ça bouger à Menembe, ça bouger à Bunia, ça bouger à Salamabila, parce que là aussi ça a commencé. Et finalement, le gouvernement ne sait pas travailler, tout est prioritaire en termes de sécurité. Il faut que nous puissions travailler. Et ceux qui pensent qu'ils peuvent nous aider, parce que nous sommes la RDC, nous ne sommes pas un point isolé du reste du monde, comme un îlot, nous dépendons aussi du reste du monde. Nous avons des amis et des partenaires, et nous pensons que nous devons travailler par la sécurité, on ne la donne à personne. Nous travaillons sur notre propre sécurité, réorganiser les forces armées, réorganiser les services de sécurité civile, mais aussi, pourquoi pas, avoir des relations diplomatiques ou des coopérations avec des amis qui peuvent nous aider à travers ces objectifs. Donc, il faut pacifier et sécuriser totalement le pays. Ça va nous permettre d'amorcer les autres phases, que ce soit en matière électorale, que ce soit en matière de reconstruction, alors, développement, parce que maintenant que les populations exsangues de guerres et de massacres dans le territoire de Béni au nord que vous, je cite aussi Minembo et ailleurs, Ituri, il y a aussi des problèmes en Djougou, parce que le pays il est indivisible, j'ajoute ça aussi. Vous avez Salamabila qui a commencé autour des minéraux, toujours les minéraux et toujours les minéraux. Donc, il faut, pour me résumer, sécuriser totalement le pays. Et là, nous avons besoin du rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Les deux, nous avons besoin de voir la population sécurisée rentrer au travail. Non pas seulement dans certains coins de notre République, mais sur toute la tenue du pays. Ceux qui peuvent aller au champ, ils vont au champ. Ceux qui font les commerces, font les commerces. Alors, nous, au niveau du pouvoir central, au niveau de l'Assemblée nationale, parce que c'est la question, nous devons nous atteler à élaborer les lois importantes qui vont nous permettre de baliser le terrain vers 2023. C'est extrêmement important. Nous sécurisons le pays, nous remettons le peuple au travail et nous élaborons les lois essentielles pour poser les jalons de l'après 2023. Pour terminer, peut-être un dernier mot en direction de la diaspora, qui on voit que les combattants continuent de penser que l'alternance n'a pas eu lieu. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces Congolais? Je dois vous dire, et je m'excuse beaucoup, les combattants sont mes frères, mais je n'ai jamais compris, comment dirais-je, la ligne de conduite ou les targets ou l'objectif des combattants. Parce qu'au plus fort de la transition à 2023-2024, nous avons effectué une mission en termes de politique, diplomatie et sécurité. On a été à Londres, on a été à Paris, on a été à Bruxelles et partout, on a vu une diaspora se diviser. Il y en a qui ont la tête à place et qui ont parlé avec nous, nous avons bien travaillé. Il y en a qui nous jetaient même des pierres. Je me rappelle à la RFI, on est allé à une conférence à la RFI, ils ont crié sur nous. Donc, je ne sais pas, parce que les combattants, ils attaquent tous les Congolais. Ils attaquent et les gens qui sont au pouvoir et même les opposants. Finalement, on ne sait pas ce qu'ils cherchent. Moi, je pense que les opposants, disons les frères de la diaspora, devraient se former davantage des réalités de terrain. Parce que souvent, lorsqu'on est aux États-Unis, on est à Washington, on est à Paris, on est à Bruxelles, la plus grande source de formation, c'est de venir les réseaux sociaux. On n'a pas le temps de se ressourcer vraiment sur le terrain pour comprendre les phénomènes et les faits sur le terrain. Je pense que nos frères devraient se former davantage parce que nous avons besoin d'eux. Il y en a qui sont revenus, je les en félicite, qui reviennent, qui sont revenus, qui travaillent avec nous. Il y en a qui ont ramené de l'argent, qui ont dévissé les pays. Nous devons encourager ce genre de mouvement. Mais je pense que ces ajustements dans une sorte de... Je ne voudrais pas l'appeler banditisme, mais je crois que je retire même les mots parce qu'il n'est pas bon, il n'est pas à sa place. Mais je pense que nos frères devraient réaliser que la bouche parle, mais la même année la rame. Lorsqu'on n'est pas au pouvoir, on pense que c'est facile. Mais lorsqu'on a commencé à gouverner, c'est là qu'on se rend compte des contradictions et des méandres de la gestion. Hier, le président Tshisekedi était dans l'opposition, aujourd'hui il est au pouvoir. Je crois que lui-même commence à avoir sa part de contradictions par rapport à la gestion de la cité ou alors des ressources humaines. Hier, ceux qui l'ont accueilli à Libérateur au niveau de la diaspora, aujourd'hui il y en a qui lui jettent les pierres. Parce que cette contradiction ou cette dichotomie, elle est toujours là. Mais nous, comme responsables, comme opérateurs politiques, notre rôle n'est pas de
ou alors de condamner cet agissement de la diaspora, ou alors de jeter des pierres sur eux, mais faire mettre tout en œuvre pour donner la vraie information, pour bien communiquer, parce que aussi, ces choses arrivent parce qu'on ne communique pas suffisamment. Si nous donnons la bonne information et nous communiquons correctement, nous pensons que nous pouvons parler le même langage avec nos compatriotes de la diaspora, et ainsi tous ensemble, là où ils sont et nous sommes au pays, tous ceux qui font le mouvement ensemble, nous atteler, chacun amenant l'eau au moulin à contribuer au développement de notre nation. Merci, honorable Baïtoura Shadrack. C'est moi qui vous remercie, mais peut-être avant de terminer, j'aurais aimé faire une petite corrélation, parce que nous avons essentiellement parlé de Béni, mais Béni n'est pas un îlot, vous savez, c'est tout l'Est qui bouge, parce que ça bouge à Ituri, en Djougou aussi, ça bouge à Béni, ça bougeait un moment là au Tanganyika avec le conflit entre les Pygmées et nos frères Pygmées et nos frères Bantous. Maintenant, c'est la même de tous les minéraux, donc nous devons ouvrir l'œil et le bon que cette partie, cette bande nord-est, qui est considérée par les impérialistes comme le Congo utile, que nous devons être très vigilants par rapport à cette bande, parce que beaucoup pensent que c'est à couper cette bande-là du reste du pays qu'on va balkaniser le pays pour faire comme ce qui a été au Soudan. Et il y a en Occident des laboratoires déjà qui ne dorment pas pour coudre, pour tisser ces plans de balkanisation. Nous sommes vigilants et nous pensons que tous les Congolais doivent se réveiller. Le cardinal Ambongo l'a dit, d'autres l'ont dit. Nous devons nous réveiller pour barrer la route à cette dynamique ou alors à ce plan de balkanisation, parce que les États-Unis sont forts lorsqu'ils sont unis. Le Nigeria, la même chose. Il y a plusieurs États aux États-Unis, au Nigeria, ce sont des pays fédérés. Au Congo, la même chose, nous sommes en pleine décentralisation. Nous pensons qu'un jour, parce que moi je suis fédéraliste, nous pensons que cette décentralisation va nous amener un jour à avoir des États au niveau de notre pays, mais tout en étant fédérés autour des pouvoirs centraux, autour d'une même capitale. Et je pense que c'est important de le dire, c'est important de le dire que nous ne devons pas fermer les yeux, que ce soit nos frères de la diaspora, que ce soit nous. Je suis souvent content de voir des manifestations lorsque nos frères de la diaspora manifestent contre des phénomènes de nature à piller continuellement notre pays, ou alors la nature à vouloir le balkaniser. Je pense que ça, ce sont des mouvements qu'il faut encourager, il faut les encourager. Et bref, soyons vigilants, mais chacun